La République centrafricaine, notre beau pays, a besoin d'une nouvelle race d'hommes et de femmes avec des idées et des méthodes novatrices de gouvernance qui puisent dans les richesses de nos valeurs communautaires. Centrafrique pour nous tous, Béafrika Tiekwe, BTK, Béafrika Tiekwe, BTK, la Centrafrique pour nous tous, BTK, Béafrika Tiekwe, BTK, la RCA pour nous tous. Nous disons nos tribalismes et au clanisme. Nous disons non au népotisme, à la corruption. Nous disons non à l'affairisme, au favoritisme et à la mauvaise gouvernance. Nous disons non au tribalisme et au clanisme. Ah oui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue à la fois sur KRMBC et sur KRMBcitude. Vous nous suivez en ce net moment un peu partout dans le monde, que ce soit en France, en République centrafricaine, un peu partout. Nous recevons ce soir, pour la circonstance, l'ancien Premier ministre en charge de la transition, en la personne de Mahamat Kamoun. Il est notre invité, restez connectés, suivez en direct, en temps réel, notre édition, notre émission inédite de ce soir. Ah oui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'émission se passe à la fois sur KRMBC qui n'est rien d'autre que Facebook et sur notre chaîne KRMBcitude qui est également YouTube. Merci de vous connecter au maximum, partagez cette interview qui se veut inédite. La Centrafrique pour nous tous, BTK, Béafrika Tiekwe, BTK, la RCA pour nous tous. Avec Mahamat Kamoun, c'est le leadership visionnaire. Avec Mahamat Kamoun. Ah oui, il est notre invité de ce soir. Vous êtes en train d'écouter, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, une musicalité assez spéciale pour le congrès du parti Béafrika Tiekwe. BTK, la Centrafrique pour nous tous. BTK, Béafrika Tiekwe. BTK, la RCA pour nous tous. Ensemble, redressons notre pays, chers compatriotes. Ensemble, nous pouvons changer les choses. Oui, faisons la politique autrement. Avec Mahamat Kamoun, nous disons nos tribalismes. Ah oui, cette chanson, nous vous l'avons laissé écouter autant que faire se peut pour susciter en vous beaucoup d'interrogations parce que tout se passera, tout se jouera, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers Kérémessois, Kérémessoises, à partir de cette musicalité assez spéciale. Un pays réconcilié avec ses valeurs, un pays prospère et moderne, vivable pour tous, BTK. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Notre invité de ce vendredi soir n'est rien d'autre que l'ancien ministre en charge, l'ancien Premier ministre en la personne de Mahamat Kamoun, financier de formation et diplômé de l'université de Boston. Il n'est rien d'autre que le président du parti Béafrika Tiekwe, en abrégé BTK. Nous le recevons ce soir pour évoquer avec lui et justement en bâton rompu beaucoup de sujets, y compris même les questions qui fâchent, les questions épineuses. Monsieur Mahamat Kamoun, bonsoir. Bonsoir, chers compatriotes. Alors, monsieur Mahamat Kamoun, dites-nous dans quel état d'esprit votre formation politique BTK prépare-t-elle son premier congrès qui se tiendra précisément, probablement, du 25 au 26 septembre du mois en cours, dites-nous. Je vous remercie. Le fait marquant de ce premier congrès ordinaire est la désignation des futurs candidats du parti aux prochaines élections générales de 2023.
2020-2021. Nos militants et sympathisants sont plus que jamais mobilisés pour ce grand rendez-vous. En effet, nous ne faisons que répondre à une sollicitation constante de la population centrafricaine qui se demande légitimement, après les mêmes assises organisées par le KNK de François Bouzizé, l'URCIA d'Anissé Toligile, le RPR de Ferdinand Alexandre Ndiembe et d'autres, à quand notre tour? C'est donc avec sérénité et dans un esprit de fraternité, de responsabilité et de solidarité, non seulement avec les partis membres de la Côte de 2020, mais aussi ceux de l'opposition démocratique que nous allons à ce congrès tant attendu. Alors, monsieur... On peut avancer? Oui, on va avancer, ne vous en faites pas. Dites-nous, quelle est l'idéologie de votre parti en français facile, parce que c'est assez difficile. Avec vous, nous allons permettre à tous les centrafricains lambda de comprendre à peu près ce que c'est, ou du moins l'idéologie du parti B-Africa Tiekwe. Dites-nous en français facile, quelle est votre idéologie? The Bluetooth device is ready to pair. Le parti B-Africa Tiekwe a pour idéologie la social-démocratie. D'accord. The Bluetooth device is Nous prenons le libéralisme économique tout en mettant un accent particulier sur le social. Comme vous le savez, vu l'immensité des ressources naturelles que regorge notre pays, la République centrafricaine, nous pensons qu'il faut laisser la création de la richesse nationale au secteur privé. Et là où l'initiative privée fait défaut, la puissance publique intervient. Cependant, il incombe à l'État d'assurer une meilleure répartition de la richesse créée entre les différentes couches de la population et de procéder en même temps à des investissements publics massifs dans les domaines sociaux de base, santé, éducation, infrastructure, pour améliorer le bien-être des populations. Voilà, comme vous l'avez dit, en termes vraiment clairs, terre à terre, ce que nous pouvons dire par rapport à l'idéologie du parti B-Africa Tiekwe. Alors, monsieur le président du parti B-Africa Tiekwe, depuis quelques jours, depuis la sortie médiatique de l'ancienne présidente de la transition, les Centrafricains s'inquiètent, s'interrogent sur votre slogan « Gouverner autrement », qui est complètement, ou du moins qui est analogue à celui de l'ancienne présidente de la transition. Et ces Centrafricains ne s'arrêtent pas là, puisque les couleurs de votre parti s'apparentent à celles de l'ancienne présidente de la transition. C'est quoi? Dites-nous. Puisqu'il y a une confusion dans l'esprit des Centrafricains. Gouverner autrement, c'est quoi? C'est un mot d'ordre de l'équipe dirigeante de la transition. Aujourd'hui, l'ancienne présidente de la transition a ce même mot, ce même slogan. Vous aussi, on ne comprend plus rien et les mêmes couleurs. Que cela veut dire? Dites-nous, pour dissiper un peu l'esprit confus des Centrafricains d'en haut et ceux d'en bas. Tout d'abord, je voudrais dire ceci, que moi, personnellement, j'ai beaucoup de respect et de considération pour Madame la Présidente Catherine Samba. Nos relations avant
et après mes fonctions de Premier ministre, chef du gouvernement, sont excellentes et cordiales. Je regrette sincèrement que cette affaire de slogan et de couleur ait pris une certaine ampleur, au point de nous polluer l'atmosphère et pour ne pas dire ternir les relations qui devaient exister entre nous et aussi entre nos deux formations politiques. Dans notre discours de circonstance, lors du lancement officiel des activités du Parti Africa Kiekwé, nous avons parlé de gouverner autrement, la République centrafricaine. Et cette expression fait partie de nos slogans. Et on se situait au 6 juin 2019. Il en est de même pour les logos, bien le logo du parti qui est composé de la couleur jaune, qui symbolise toutes les richesses et ressources que les Centrafricains doivent partager, dépendre et exploiter dans le seul souci d'assurer le développement du pays et le bien-être de tous. Et de la couleur verte, symbole de l'espoir et de l'espérance, ainsi que l'écosystème à sémir et à protéger pour les générations futures. Nous tous, entourant la carte de la République centrafricaine, soutenue par des bras, des hommes, entendez là, hommes et femmes, hommes grand âge, Absolument. et vous retrouvez tout ici dans le statut du parti. Alors, moi je suis se retrouve ailleurs. Je ne saurais quoi vous dire. Notons seulement que nos militants et sympathisants sont bien imprégnés et maîtrisent parfaitement ces attributs depuis le 6 juin 2019, date de la création de ce mouvement. Oui, mais monsieur le Premier ministre, vous savez, moi je suis un partisan du français facile. Êtes-vous en train de nous dire concrètement en français facile que le slogan « Gouverner autrement », les couleurs du parti BTK ont été usurpées, ont été piochées à d'autres fins? Dites-nous. Moi, je vous dirais que l'heure n'est pas aux querelles stériles et à la confusion. Je ne vais pas rentrer dans ce genre de débat, qu'il s'agisse des couleurs universitaires et universelles. N'importe qui peut les utiliser à bon escient. Tout comme le slogan, il appartient à chaque parti, à chaque formation politique, d'en donner le contenu qu'il attend. Donc, franchement, je vous ai dit, j'ai beaucoup de respect pour la formation de Madame la Présidente. Je ne peux pas vraiment polémiquer sur ces questions. Oui, mais monsieur le Président. Il faut se concentrer à l'essentiel. Monsieur le Président. Moi, ma préoccupation, ce n'est pas de chercher à justifier et tout ça, mais mes collaborateurs s'en occupent. Ah, d'accord. Ce qui me concerne, moi, je préfère me concentrer sur des choses les plus importantes. Donc, j'ai donné des explications et il appartient de chacun dans la piste. Nous retenons que vos collaborateurs sont en train de s'en occuper puisque le slogan d'un parti politique demeure quand même immuable. Et vous avez mis sur votre photo de profil « Gouverner autrement » alors que ce mot, on le retrouve en tourbillon et en rafale. Et si on n'en parle pas, c'est pas du tout bien. Alors donc, on retient que vos collaborateurs, ils sont en train de s'en occuper. Et nous, de l'autre côté, si nous avons l'opportunité de poser la question à l'ancienne présidente de la transition, on en saura un peu plus. Merci beaucoup, Monsieur le Président. On continue. Alors, comme un zézaillement de mouches,
les bruits de mouches. La question du don angolais ne cesse d'enflammer les débats politiques en République centrafricaine. Monsieur le président du parti B-Africa, Tiekwe. À l'époque, vous étiez Premier ministre sous la magistère de la présidente de la transition Samapanza de 2014 à 2015. Alors, dites-nous, en termes clairs, pourriez-vous nous expliquer, ou du moins nous parler de ce don, du circuit emprunté et de la manière à laquelle ce don a été utilisé, puisque au jour d'aujourd'hui, cette question revient en rafale, en tourbillon, et tout le monde en parle presque. À qui incombe ce scandale financier? À vous en tant qu'ancien Premier ministre ou à la présidente de la transition? Parce que quoi qu'il en soit, à un moment donné de l'histoire de la République centrafricaine, vous en tant qu'ancien Premier ministre ou la présidente de la transition, vous devriez prendre votre responsabilité et les Centrafricains sont nombreux à nous suivre en ce net moment. Dites-nous, à vous la parole. Le don angolais. Encore le don angolais. Comme vous le dites, cette affaire a fait couler tant d'encre et de salive pendant la transition et le fait encore en ce moment crucial où le pays se prépare pour aller aux élections. Mais je vais peut-être vous décevoir parce que je vais être extrêmement bref sur cette affaire-là. Notez seulement que en 2017, oui, plus précisément au mois de février, la Cour des comptes de notre pays m'a adressé un questionnaire me demandant de fournir des explications sur la gestion du temps anglais. Vous savez comment je leur ai répondu? Dites-nous, monsieur l'ancien Au Premier juge ministre. de la Cour des comptes, je leur ai répondu en 2 mots. Je vous dis 2 mots. Qu'à l'époque des faits, j'étais ministre, conseiller à la présidence. Et depuis lors, personne ne m'a interpellé. 2017 à ce jour. Ah donc, à l'époque du don angolais, vous n'étiez pas Premier ministre, vous étiez plutôt ministre conseiller. Vous avez compris. Vous avez compris. Parfaitement. Oui. Quand j'ai pris mes fonctions de Premier ministre, souvenez-vous, j'ai été nommé le 10 août 2014. J'ai mis en place le gouvernement le 22 août de la même année. Un mois, juste un mois plus tard, j'ai été interpellé par le Conseil national de transition pour répondre aux préoccupations légitimes de nos conseillers nationaux. Mon prédécesseur, André Nzapaïki, qui est ambassadeur en Afrique du Sud, avait demandé à la présidente de venir pour aller se présenter devant le Conseil national de transition. Nous avons estimé que ce n'était pas approprié. Et nous avons pris, moi j'ai pris la responsabilité d'aller devant le Conseil national de transition au nom de la continuité de l'État. Vous comprenez que, bon, ils ont interpellé le Premier ministre de l'époque, un mois à peine que je prenais fonction, je ne veux pas quand même m'amuser à laisser que M. Zapaïki vienne d'Afrique du Sud pour aller là-bas. Et j'ai demandé qu'on mette à ma disposition tous les éléments nécessaires pour aller répondre aux préoccupations de nos parlementaires. Mais, ce que je puis vous dire,
vrai qu'en cette période-là, nous étions en programme avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Et les autres institutions multilatérales, bien entendu. Mais qui d'autres ces institutions-là? Qui sont les gendarmes? Vous l'avez vu, mais tous les pays du monde, africains et autres, pour regarder toute possibilité de malversation, de tout ce que vous proposez, gestion des choses. Est-ce que vous avez entendu de la part de ces institutions-là quelque chose d'anormal? La Cour des comptes, qui est la juridiction, la plus haute juridiction de notre pays, qui s'occupe de toutes les questions d'investigation, d'enquête, etc., sur les cas de malversation du pays, je vous disais qu'ils m'ont interpellé en 2017. Ils ont fait quelque chose. Pour compléter, j'ajouterai que dès l'arrivée du président Faustin Archange Touadéra, le one-man show qu'il avait voulu faire était de commanditer un audit global de la transition. Et là où je n'ai pas été d'accord avec lui, j'ai dit, monsieur le président, vous pouvez utiliser l'audit. Moi, Cameroun, regardez, à cette mise-là, ça ne me fait pas peur. Mais pourquoi seulement circonscrire un audit que pour la période de la transition? C'est comme si, pendant la période de transition, il y a eu des crimes qui ont été dans ce pays. Vous aurez pu être plus logique en étendant l'audit financier de notre pays sur une période de 2004, 2005, 2006, y compris sa gestion. Je veux vous dire, l'audit a tel été eu lieu, les ministres ont défilé, les chefs de cabinet, les chefs de cabinet des ministères, les hauts fonctionnaires, nous-mêmes, les ministres, nos présidents, on a dit. Mais ce qui est surprenant, on fait un audit, quel que soit le résultat, de l'homme public. Si vous avez des hommes d'ombre, bon, c'est un gouvernement, tout le monde a acquis, etc., tout le monde est responsable des actes qu'il a posés. Mais quel que soit le résultat, il faut le rendre public. Et donc, moi, dans ce audit-là, il y a le temps anglais, il y a les histoires de l'acquisition des véhicules, des ventes des immeubles, et ceci, et cela. Donc, pourquoi on s'acharne seulement sur les autorités de la transition sur le temps anglais? On en parle beaucoup. La présidente de la transition, Mme Fatima Paga, qui a expliqué, je crois savoir, sur la radio de Lucas. Elle a donné des détails, il m'a pas fait pour le faire. Mais, ce qu'on oublie, c'est quoi? On a voulu orchestrer, manipuler les Centrafricains à des buts politiques, politiquement, et comment on appelle ça, définitivement, les autorités de la transition. Je vous remercie, on s'en est. Oui, mais monsieur l'ancien Premier ministre. D'accord. J'en arrive, compatriote. Oui. Oui, la partie où il y a la tranche qui pose problème lorsque on a utilisé 2 millions de dollars, si ma mémoire est bonne, pour les frais de, comment on appelle ça, pour les fonds d'inspection. On appelle en termes clairs la quête noire. Mais on a oublié que l'Angola est un pays qui a traversé le monde difficile, qui a connu les mêmes problèmes que le RDA, qui a vu qu'un pays africain, à la tête duquel une dame a été élue présidente de transition, et qui a voulu au secours de ce pays frère, en toute liberté, en toute souveraineté. Mais il n'y avait pas que l'aide budgétaire. Il y avait eu aussi une convention de 20 millions de dollars, soit 10 milliards de francs CFA qui devaient être consacrés à l'équipement, à la formation et au renforcement des forces armées centrafricaines. Et il y a également
5 millions de dollars pour le côté humanitaire. N'oubliez pas quand même qu'en 2014, il y avait plus de 120 000 personnes de trafiquées qui étaient sur le tarmac de la République Congo. Dans les églises de Bangui, il y a combien de milliers de centrafricains? Et la présidente Abaza intervenait, arrivait au pouvoir, où il n'y a même pas un seul rond dans les gens. À cause de cette aide budgétaire qui a servi au paiement des salaires, des pensions et des bourses, puisqu'en 2014, le régime précédent avait été 3 mois d'arrêt de salaire. On a utilisé les centrafricains à cause de 2 millions d'économiques, à cause des situations politiques. Et nos frères angolais, cette affaire-là a été traitée. Et les gens disent, mais comment? On vient pour un pays frère. Des choses qu'on a données vraiment d'une manière libre, souveraine, et voilà que les gens ne sont pas capables, ils s'entretuent pour ça, et on a perdu 25 millions de dollars, c'est quand même beaucoup d'argent, à cause des problèmes politiques. Donc je ne vais pas vous rentrer, je ne vais pas rentrer dans les détails politiques. Une chose est sûre. Moi, Samoui, je ne suis pas... Mais j'ai donné les explications nécessaires à l'époque au Conseil national de transition et les autorités de la religion, notamment le médiateur international des Nations Unies, avait envoyé à Bangui une équipe composée de son ministre des Affaires étrangères, Badili, de M. Badili, l'adjoint du médiateur international, et de M. Dr. qui était comment on appelle ça, le médiateur aussi international, le représentant général africain, pour venir nous dire, monsieur, arrêtez, ne faites pas la honte de l'Afrique. Et il faut tirer un point par sur cette affaire pour permettre à la transition de continuer. Je crois que Madame la Présidente l'a toujours dit, elle continue de le dire, quelle est la situation des bénéficiaires de ces fonds spéciaux. Mais donnez l'occasion de publier ça et puis l'affaire est terminée. Est-ce que vous me comprenez? Oui, tout à fait. Vous savez... On veut trouver des boucs émissaires, on veut ternir l'image de telle ou telle personnalité. Je rappelle seulement les auditeurs qui nous écoutent, les centrafricains et les autres amis de la RDA à comprendre que franchement, cette affaire de Dongolé, là, moi, je me suis oublié. Oui, monsieur Donc, la question, je vous disais que mon prédécesseur avait décidé de venir ici à Bangui pour y répondre. Mais nous n'avons pas autorisé parce que ce n'était pas illégal. Et j'ai pris ma responsabilité en tant que premier ministre, prenant juste des fonctions un mois après, pour aller donner des explications nécessaires. Donc pour nous, politiquement, juridiquement, bon, c'est une affaire qui est close. Je ne peux pas comprendre que cela puisse continuer d'animer les discussions sur le plan politique. Les détails, vous demanderez à ceux qui l'ont géré et ceux qui en sont responsables de vous les donner. Merci, monsieur le Premier ministre. Vous savez, en communication, la redondance, c'est une bonne stratégie en matière de communication. C'est pas pour rien que nous revenons autant que faire se peut auprès de vous pour permettre à tous les Centrafricains, sans exception, de connaître la manière à laquelle le don congolais a été géré. Nous avons fouiné comme l'on cherche une aiguille dans une botte de foin. Dans votre parcours, nous nous sommes rendus compte que vous avez travaillé un temps soit peu au Trésor public. Vous êtes un financier de formation, vous êtes diplômé de l'université de Boston. Vous maîtrisez très bien les circuits financiers. Alors, dites-nous, monsieur l'ancien Premier ministre, la manière à laquelle le don angolais a été géré, est-ce que ça répond effectivement à l'orthodoxie financière? Pourquoi aujourd'hui tout le monde parle du don angolais? On a toujours, la Centrafrique a toujours reçu des dons. Pourquoi aujourd'hui le don angolais fait couler beaucoup d'encre? Nous le savons tous, les Centrafricains le savent, ils vous ont écouté. À l'époque, vous étiez ministre conseiller
vous n'étiez pas Premier ministre. Aujourd'hui, en tant que financier, dites-nous, est-ce que ce don a respecté l'orthodoxie financière? Si oui, mais pourquoi aujourd'hui on parle encore du don angolais? Dites-nous. Mais, après tout ce que je vous ai dit, j'ai comme l'impression que je ne me suis pas fait comprendre. La redondance, c'est une bonne stratégie. La répétition, le pléonasme en communication, c'est pas mauvais, monsieur l'ancien Premier ministre. Oui, vous me donnez l'occasion. Bon, je comprends que les Centrafricains souhaiteraient ou souhaitent avoir des explications sur la manière dont les ressources publiques sont gérées. La transparence, le gouvernement. Oui, d'accord. Mais je vous dis encore une fois de plus que cette affaire relève beaucoup plus de la manipulation politique. Elle est plus politique que financière et autres. Si vous voulez que je sois beaucoup plus clair, nous étions en 2014 lorsque, à l'issue de... On a été coupé, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Je rappelle, depuis Bangui, on a été coupé, pas de souci. Restez connectés, c'est le réseau, ça arrive. Restez connectés, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Partagez au maximum cette interview inédite. Oui. Allô? Allô? On a été coupé, c'est le Oui, réseau. on a été coupé, hein. Non, il n'y a pas de souci. Oui. Les gens vous suivent. Vous avez la parole. Ok. Je vous disais que cette affaire de don angolais relève plus de la politique, de la manipulation politicienne que de l'orthodoxie financière. En 2014, juillet 2014, lorsque nous sortions du forum intercentrafricain ou des portails intercentrafricains pour la cessation des hostilités, il était question de changement au gouvernement. Ouais. Il y a eu des personnalités qui pensaient qui étaient positionnées. Malheureusement, le choix de la présidente a été porté sur ma modeste personne. Ça n'a pas arrangé tous les prétendants au poste. Un mois après ma nomination, on a agité sous le dos de Dangolais, parce que c'était pas en juillet ou en août ou en septembre, hein, le Dangolais avait été fait dès les premiers jours de service de Madame la présidente Tanzan. C'était au mois de mars. Après été arrivé, on a payé le premier salaire au mois de mars 2014. Et pourquoi attendre la nomination d'un premier ministre qui n'est pas celui qu'on attendait pour que l'Afrique sorte de cette histoire? Oui, c'est une affaire. Le Angola a fait l'objet de conventions signées par le ministre des Finances de l'époque, M. Yapono, qui était parti en Angola pour signer les conventions. Le ministre Mabou Zamba, lui, il était l'intérimaire, il a signé, si vous voulez, le protocole d'accord. Mais les conventions en tant que telles, l'Angola n'est pas un pays, une république bananière. M. Yapono est parti. Moi, je peux vous sortir je vais j'étais comment. Il a signé et la convention des propriétaires, 10 millions de dollars. À l'époque, ça faisait combien? 5 milliards de francs CFA. Et la convention pour le renforcement des forces armées centrafricaines, 20 millions de dollars, c'était 10 milliards de francs CFA. Et pour l'aide humanitaire, 5 millions de dollars. Alors, les documents sont là. C'est lui qui a signé. Ce n'est pas le conseil spécial que j'étais, ni le premier ministre de l'époque, ni la présidente. Les fonds sont venus.
Évidemment, qu'est-ce que vous attendez par orthodoxie financière? La première tranche a été reçue, c'est rentré dans les caisses du trésor. Les faits sont là, les relevés sont faits. Vous avez le loisir d'aller les chercher. Ça a permis de payer le premier salaire, je crois, le 8 mars ou le 9 mars, quelque chose comme ça. La présidente a voulu faire plaisir aux centrafricains, dit qu'il veut payer le premier salaire le 8 mars pour permettre aux femmes de payer. Ça a été fait. Il y a eu un trimestre de bourse. Ça a été fait. Des pensions. Ça a été fait. Mais tout les documents, allez au trésor, ce n'est pas moi qui jette. Il y a des directeurs généraux du trésor, les caissiers principaux, les ministres des finances et tout ça. Pourquoi aujourd'hui on veut que nous faire porter, moi, Kamoun, la responsabilité de cette histoire de danse? Je suis bien. Savoir de passer. Merci d'ajuster le micro parce que les gens vous suivent à peine. Ajustez le micro, s'il vous plaît, monsieur l'ancien Premier ministre. Ajustez le micro parce que les gens vous suivent à peine. Ça ressort très mal ici. Dans ce cas, je vous rappelle tout de suite, je vous rappelle, je vous en prie, je vous rappelle. Restez toujours connectés, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Chers Kerembessois, Kerembessoises, l'émission inédite de ce soir vaut la peine d'être value. Tout ce qui se dit en ce net moment trouve sa raison d'être. Connectez-vous, partagez au maximum. Vous nous suivez? Vous m'entendez? Tout à fait, c'est mieux. Ok. À vous la parole. Ok. Vous avez devant vous quelqu'un qui a été directeur de la dette, qui a mobilisé, si vous voulez, des recettes affectées, tirées de diamants, de taxes sur le diamant, exportation de diamants et or, de la bière, la taxe sur la bière et la taxe sur les cigarettes, pour payer des dettes de l'État de l'ordre de 15 à 20 milliards de francs CFA par an. Vous avez en face de vous un directeur général du PG pendant près de 10 ans, directeur général du Trésor, et Premier ministre qui a laissé pour la première fois de l'histoire de notre pays 7 milliards de francs, plus de 7 milliards de francs CFA avant de partir. Vous pensez que moi, je dois m'amuser parce que conseiller spécial au Premier ministre, je veux m'amuser à détourner une bagatelle de 900 millions de francs CFA? Moi, j'ai mon avenir dans mon pays. J'ai une progéniture. Je ne veux pas souffrir. Si aujourd'hui je suis là, libre, en train de partir et de revenir, sans inquiétude, c'est parce que justement, c'est ce que je voulais. J'étais, comme vous, en France, demandez aux centrafricains qui sont là-bas. J'ai pris la décision, avec tout ce qu'on avait comme avantage à l'époque, vous n'en avez pas aujourd'hui. À 27 ans, j'ai pris la lourde responsabilité, la décision de rentrer au pays pour travailler. Et je pense que c'est là où je vais rester jusqu'à ce que Dieu me rappelle comment faire ici. Et donc j'ai mon avenir, même si ce n'est pas sur le plan politique ou autre, j'ai envie de vivre librement, en paix, en République centrafricaine. Donc comprenez que je ne suis pas de ceux qui vont aller s'amuser pour aller dire cela, etc. Non, je vis dans un état vraiment humble et je suis content, je suis fier d'avoir accompli ma mission partout où je passe, les centrafricains me respectent. C'est ça le bonheur que j'ai aujourd'hui. Je ne suis pas là pour me compromettre dans des histoires, des dons angolais, des dons de ceci, de cela. Donc voilà, je pense que c'est la deuxième opportunité que vous me donnez aujourd'hui. Après le Conseil national de transition en 2014, je me suis dit, je ne peux plus parler de cette affaire d'angolais. Si les gens pensent que c'est là où il faut ternir l'image telle qu'elle, Merci. Alors, pour le commun de mortels, pour ceux et celles qui nous suivent en ce net moment, je précise et je réitère
qu'à l'époque où on parlait du don ongolais, l'ancien Premier ministre Kamoun était encore ministre conseiller à la présidence. Il n'était pas Premier ministre pour que ça puisse être clair dans l'esprit des Centrafricains. Si aujourd'hui il parle du don ongolais, il le parle aisément en tant que financier, en tant que diplômé de l'université de Boston en matière de finances. Alors, nous continuons. Monsieur l'ancien Premier ministre, aujourd'hui, vous croisez le fer rouge avec l'ancienne présidente de la transition sur le terrain électoral. Pourquoi l'équipe dirigeante de la transition ne présente-t-elle pas un seul candidat? Puisque aujourd'hui, et l'ancienne présidente, et vous allez tous vous postulez pour le prochain scrutin groupé. Vous ne vous êtes pas entendus? Il y a quoi? Il y a une dissension entre vous? Dites-nous. Les Centrafricains sont friands de ces petits détails. C'est ce que nombre de nos concitoyens et observateurs de la vie politique nous pensent. Mais, chaque centrafricain, Les gens vous suivent à peine, hein? Le réseau déconne. ok, bon, c'est le réseau. C'est peut-être à ton niveau, hein? Non, c'est bon, vous pouvez parler. Les gens vous suivent maintenant, ça va. Parlez. Non, c'est ce que bon nombre de nos concitoyens et observateurs de la vie politique de notre pays pensent. Mais, il faut se dire que chaque centrafricain qui est centrafricain On a un petit souci de réseau. Je vais vous rappeler ou vous me rappelez sur... Rappelez-moi s'il vous plaît. c'est à ton niveau, hein, c'est pas ici, c'est à ton niveau. Oui, tout à fait. Pourriez-vous me rappeler, puisque je vous appelais, c'est comme si le crédit s'achemine vers la fin, je vous en prie. Merci. Alors, on a toujours ce petit problème de réseau, c'est pas du tout évident. L'ancien Premier ministre Kamoun, il a beaucoup de choses à nous dire. Il ne manque pas de superlatifs sur la transition. Voilà. Allô? Oui, décidément, hein, le réseau est vraiment mauvais. Bon, Non, c'est... veuillez répondre à votre question, s'il vous plaît. Alors, donc dites-nous, aujourd'hui vous croisez le fer rouge avec l'ancienne présidente de la transition sur le terrain électoral. Pourquoi l'équipe dirigeante de la transition ne présente-t-elle pas un seul candidat? Je dis bien un seul candidat pour le prochain scrutin groupé, dites-nous. Oui, c'est ce que bon nombre de nos concitoyens, je disais, et d'observateurs de la vie politique de notre pays pensent. Mais il faut se dire une chose, c'est que chaque Centrafricain et Centrafricaine qui estime qu'il a encore la capacité de servir le pays au plus haut niveau est libre de se présenter, de se porter candidat à la magistrature suprême de l'État. N'est-ce pas? Tout à fait. En 2015, il y avait une trentaine de candidats à la présidentielle. Okay? Aujourd'hui, il faut s'attendre à beaucoup de candidatures, malgré la hausse vertigineuse du montant de la corruption qui est de 15 millions. Je vois là un signe de vitalité de la jeune démocratie centrafricaine. Contrairement les autorités de la transition que nous sommes, outre la présidente et moi, mais il y a le président du Parlement de transition qui est déjà investi par son parti, en l'occurrence Alexandre Ferdinand Guembé. Il appartient, à mon avis, à chacun de proposer sa vision et son projet de société pour le pays et le peuple centrafricain en jugera. En ce qui nous concerne, il n'y a aucun mystère. Dès 2019, lorsque le parti d'Afrique était lancé, nous avons ouvertement déclaré que son ambition est de conquérir et exercer le pouvoir de l'État. Et par ailleurs, nous nous sommes dit que nous serons présents au rendez-vous démocratique de 2020-2021. Moi, je ne vois rien de surprenant.
situer les faits, les événements, les discours, les faits dans le temps. Je suis surpris qu'aujourd'hui, on me pose la question pourquoi pas un candidat unique. Vous savez, ce candidat unique, que ce soit chez nous en Afrique, c'est difficile. Chacun essaie de voir ce qu'il peut faire. Chacun a son électorat, chacun a sa stratégie, chacun c'est comme moi, sa vision propre. Donc pour nous, ce n'est vraiment pas un sujet de débat et nous partons avec un esprit ouvert. Nous nous apprêtons, nous attendons à ce qu'il y ait plus de Centrafricains pour que la compétition soit plus, comment on appelle ça, rude, coriace et intéressante. Parfait. Donc, parler de la transition, nous n'avons jamais dit, au moment de quitter le pouvoir, nous ne nous sommes jamais dit que dans 2020, nous allons présenter quelque chose. Si aujourd'hui vous voyez que chacun de nous essaie de se présenter, c'est parce que nous sommes interpellés les uns et les autres. C'est la situation du pays qui nous oblige à répondre à cette interpellation pour dire que, bon, écoutez, ça ne va pas. Ce n'est un secret originel. Que la situation en 2015, pendant la transition, et maintenant, il y a eu une nette différence. Il y a eu une différenciation. Les Centrafricains se posent la question. Comment vous avez fait pendant des moments difficiles, les durs moments de ce pays-là? Vous avez redressé la barre, vous avez ramené la paix et la sécurité, vous avez organisé le forum de Bangui après avoir organisé une consultation populaire à la base. Nous avons réconcilié les Centrafricains et nous sommes partis aux élections. Nous avons organisé des bonnes élections sur toute l'étendue du territoire national. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Le processus pas de l'aile. Est-ce qu'on a vraiment besoin de réfléchir pour le savoir? La situation économique, nous avons fait de notre mieux pour relancer l'économie de notre pays à travers les deux mamelles de cette économie que sont le secteur forestier qui aujourd'hui produit le secteur diamant. Nous nous sommes battus pour obtenir la levée de l'embargo partiel sur le diamant. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Est-ce que ça profite aux Centrafricains? Non. Autant des choses, des réalisations que nous avons faites, que les Centrafricains ont en mémoire et ils nous demandent, ils disent, mais pourquoi vous ne pouvez pas revenir? Bon, on aurait souhaité si on s'était concerté avant. Mais nous, en 2019, déjà nous avons pris la responsabilité de créer un parti pour nous présenter aux élections présidentielles et législatives. Mais nos candidats, il faut que nous exerçons sur la scène politique de notre pays. Alors, monsieur l'ancien Premier ministre, si on vous demande en 2 minutes 30 secondes de parler de votre bilan en tant que Premier ministre de 2014 en 2016, qu'est-ce que vous allez dire? En 2 minutes 30 secondes. Mais vous venez déjà, vous me précédez, je vous ai précédé pour donner le bilan en clair. Oui. Lorsque nous arrivions à la tête de gouvernement, la situation était extrêmement difficile. Dans la ville de Bangui, les gens ne pouvaient pas se déplacer d'un quartier à un autre. L'autorité de l'État était nulle. La situation économique, n'en parlons pas. Et donc, sur le plan humanitaire, on avait des centaines de milliers de compatriotes qui étaient en position de déplacer. Je vous disais tout à l'heure, à l'aéroport, dans les églises, etc. etc. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Nous nous sommes résolus à appliquer la feuille de route de la transition qui nous avait été donnée. En commençant par restaurer la sécurité et la paix et l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire centrafricain. Nous avons procédé à la discrimination de toutes les autorités, à commencer par les préfets. À l'époque des faits, il y avait seulement un préfet qui était à Guéao parce qu'il ne pouvait pas rentrer à Bangui. Nous avons nommé les préfets,
les sous-préfets, les maires, et pour le personnel judiciaire, enseignants, soignants, en leur donnant des avances de salaire pour leur permettre de regagner leur poste d'affectation. Et dans la ville de Bangui, nous avons réussi à ramener la paix et la sécurité à un moment où on tue en pleine crise intercommunautaire. Vous savez, on tue taxi, moto, je ne sais pas, de confession musulmane quelque part, il y a des représailles au kilomètre 5, on tue nos musulmans ici, il y a des représailles là-bas. Nous avons mobilisé nos forces de défense et de sécurité intérieure pour les équiper, leur payer la TGA et les moyens qu'il faut. Et ils ont sillonné la ville de Bangui. On a mis des checkpoints un peu partout, même dans les quartiers les plus reculés, Damana et autres pays, pour que les Centrafricains puissent rester. Et maintenant, sur le plan de dialogue et de processus de réconciliation nationale, je vous disais tout à l'heure que nous avons organisé pour la première fois de l'histoire de notre pays une grande opération financée par les moyens de l'État. D'abord, les consultations populaires à la base dans 75 sous-préfectures, où nous avons parachuté près de 500 personnes pour aller travailler pendant 3 jours. Imaginez-vous, il n'y avait pas d'infrastructure pour accueillir tout ce monde-là. Mais ils sont partis, des ministres, des hauts fonctionnaires, pour échanger, préparer, connaître les préoccupations de la population et désigner 3 personnes par sous-préfecture pour venir au forum de Bangui. Oui, mais l'ancien Premier ministre, monsieur... Attendez, oui. Le forum de Bangui, si vous ne savez pas, a mobilisé plus d'1 million de dollars, 500 millions de francs, entièrement financé sur les fonds propres. Et ça a mobilisé également près d'1 millier de Centrafricains, 1000 personnes venues de la diaspora, de l'intérieur, de Bangui, etc. Et ce n'est pas la différence entre le forum de Bangui avec les autres forums. On n'a pas pris seulement les politiciens de Bangui. On a préféré traiter avec les Centrafricains qui vivent dans leur chair les actes de crises que nous avons connus. Ils sont venus parler. Et ce forum a sorti des recommandations fortes et pertinentes qui aujourd'hui sont mises dans le placard. Ce n'est pas le gouvernement, mais c'est les Centrafricains en général qui ont fait le diagnostic de la situation de notre pays pendant des décennies, qui ont décidé de formuler des recommandations. Si ces recommandations avaient été mises en œuvre, aujourd'hui notre pays aurait fait un pas de géant. Et ça ne vous dit rien. Et en plus, pour finir, je ne vais pas rentrer dans les petits détails. Nous avons organisé les élections sans désarmer les groupes armés. Et vous savez très bien que aujourd'hui, l'instabilité de nos institutions, à commencer par le président de la République, les députés qui sont aujourd'hui à l'Assemblée nationale, et les autres, vous ne vous posez pas la question comment aujourd'hui nous sommes sur le plan institutionnel dans une certaine forme, parce que les gens travaillaient, monsieur. Et en très peu de temps, nous avons eu seulement 1 an, 2 ans, je vous dis, c'était 20 mois, y compris la période de préparation d'infrastructures, etc. 20 mois. J'étais nommé le 10 août, je suis parti le 2 avril. 10 août 2014, 2 avril 2016. Mais tout ce que nous avons fait, vous les Centrafricains, vous ne comprenez pas. Mais la communauté internationale, partout, vous dira que les autorités de la transition, en l'occurrence le premier de la transition, et en 20 mois. Aujourd'hui, nous avons eu 5 ans pour faire les élections. Vous voyez comment ça se passe? Ils sont pas sérieux. Mais nous, dans tout ça, il ne s'agit pas de s'en glorifier, mais c'était un devoir. Oui. C'est un plaisir d'avoir accompli une mission pour l'intérêt du pays. Nous n'avons pas cherché à nous approcher, à tel point que les gens m'ont toujours posé la question: pourquoi vous voulez aller aux élections? Est-ce qu'on vous a proposé un poste à l'extérieur? Est-ce qu'on vous a proposé la vie? Non. C'est une question de responsabilité. J'ai
été nommés avec une mission précise pour ramener la paix et la sécurité, réconcilier les Centrafricains et organiser les élections pour permettre le retour à l'ordre constitutionnel. C'est ce que nous avons fait. Quoi d'autre qu'on ne peut pas être si fiers de l'avoir accompli. C'est ça. Alors, monsieur le Premier ministre Mamad Kamoun, au sortir de la transition, quel était l'état financier de la République centrafricaine? Les Centrafricains aimeraient comprendre, savoir. Quand la transition s'achevait, combien est-ce que l'État centrafricain détenait dans sa caisse nationale? C'est si simple comme question, dites-nous. Oui, j'ai pas bien compris votre question. J'ai essayé de décrypter ça difficilement. Oui. Bon, le bilan, c'est ça. Moi, quand j'arrivais, le pays avait 6 mois d'arrêt de salaire. Je vous le disais. Sans compter les arrêts de pension, de bourse et comment dirais-je, ce qu'on paye aux fonctionnaires, aux enseignants de l'université de Bangui, les vacations. Les vacations. Mais en 20 mois, avant de partir, nous avons non seulement assuré la régularité des salaires, des pensions, de bourses, mais nous avons payé des arriérés qui remontent même à plusieurs années. D'abord, on a payé 4 mois sur 6 que le régime antérieur avait laissé. Nous avons payé près de 2 milliards de vacations. Nous avons Oula, le réseau. Toujours le réseau. On a eu ce petit souci. Espérons qu'il va nous rappeler. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous êtes en train de suivre l'ancien Premier ministre de la Transition, la personne de Mamad Kamoun. Il fut Premier ministre de 2014 à 2016. Oui, l'ancien Premier ministre, monsieur le Premier ministre, on vous suit, vous nous suivez? On a été coupé, il va encore rappeler. Voilà. L'interview s'achemine vers la fin. Voilà. Oui, monsieur le Premier ministre. j'ai pas de chance finalement. Non, vous en avez. Les gens vous suivent parfaitement. Ne vous en faites pas. C'est pas parce qu'on a été coupé que on a fait un flow dans notre émission. Ça se passe comme il se doit. Les gens vous écoutent. À vous la parole. Ok. Donc vous parlez, quel est le bilan, combien nous avons laissé dans le caisse de l'État? Je vous laisse le loisir d'aller au trésor public pour demander. Mais j'ai laissé plus de 7 milliards en cash. Ce n'est pas de la monnaie scripturale ou bien des écritures d'ordre, en cash. Plus de 7 nous milliards. Avons payé des arriérés, nous avons remis le pays sur des rails, les indicateurs économiques et financiers étaient au vert et nous sommes retirés. Alors, loin de vous choquer, monsieur le Premier ministre, c'est pas pour vous choquer, mais au contraire, c'est pour permettre à l'équipe actuelle ou à tous les Centrafricains qui aspirent à diriger le pays, à comprendre réellement comment est-ce que les circuits financiers, comment est-ce que l'État arrive à mobiliser les ressources financières. Sous votre gestion de la chose publique en tant que Premier ministre, on a eu, les chiffres sont là, les chiffres ne trompent pas. La douane mobilisait beaucoup d'argent, mais énormément d'argent. Curieusement, depuis le retour à l'ordre constitutionnel, ce que la douane mobilise n'arrive même pas au chevilles de ce que la douane du temps de la transition mobilisait. C'est quoi quel était votre secret, dites-nous, en tant que Premier ministre? Mais, écoutez, vous-même vous appréciez les choses. Je ne vais pas faire la comparaison, les statistiques sont là, les rapports des missions de Fonds monétaire international depuis 2016 jusqu'à toujours sont clairs. S'il y a un point faible dans l'exécution du programme, c'est au niveau de critères quantitatifs, notamment de recettes fiscales et douanières. Donc, si nous avons
au programme avec les institutions de Bretton Woods, c'est parce que les gens ont décidé de faire une exception, une dérogation sur les critères quantitatifs en matière de réflexion. C'est ça le pays. C'est pas moi d'aller dire pourquoi, mais les faits sont là. Bon, quelle était notre technique à l'époque? Moi, vous l'avez dit, hein? Vous parlez beaucoup de l'université de Boston, mais moi, avant d'aller à Boston, moi, je suis financier. Moi, j'ai fait mon troisième cycle en équilibre de l'État à la Sorbonne. Hein. J'ai fait ma maîtrise à l'université d'Abidjan en économie d'entreprise. J'ai eu plus de presque 30 ans de carrière au ministère des Finances, DG du budget, du Trésor, inspecteur des finances, directeur de la dette. Donc, c'est fort de cette expérience-là que nous avons mis en place un système de rigueur dans la gestion des finances publiques. Et nous avons mis en place un système de mobilisation de nos ressources. Parce que nous avons compris que nous ne pouvons pas toujours compter sur l'aide extérieure. Il fallait renforcer nos moyens propres. Et cela passait par un certain nombre de mesures administratives et aussi des mesures de politique, enfin, on appelle ça des gestions de dépenses. Hein. Et donc, c'est le tout. Vous ne pouvez pas aujourd'hui chercher à mobiliser les ressources internes et externes et vous ne mobilisez pas vos dépenses. Il faut agir sur les deux points. Et c'était la rigueur. Il fallait, comment on appelle ça, éliminer les exonérations et comprendre aussi, créer, hein, comment on appelle ça, l'assiette fiscale. Nous avons, comme je l'ai dit, relancé le secteur productif en attribuant les permis forestiers à 5 ans. Ça nous a donné de l'argent. Et nous avons également pris des mesures pour payer nos dettes aux entreprises de la place et tout en leur demandant aussi de payer leurs impôts. C'est clair. Et nous avons mis l'accent sur la gestion rationnelle de la TVA. Donc il faut nous retrouver ce qui a coûté. Et donc nous avons eu ici des responsables qui étaient honnêtes, qui étaient des professionnels, qui étaient compétents au niveau de ces régies financières, douane et impôts trésors. Cela ne relève pas de la sorcellerie. Écoutez, c'est comme ça. Hein? Et puis, au niveau du budget également, j'ai listé toutes les dépenses. Tout ce qui est dépenses improductives, les missions, les paiements des arrêts des entreprises, etc., où les gens avaient l'habitude d'avoir les 10%, 5% et machin, ça a été éliminé. Alors, puisque voilà, notre émission... La gestion de la rigueur et la transparence dans la gestion de la chose publique. C'est ce que nous savons faire depuis des années et nous pouvons le faire encore pour l'avenir. Alors, puisque notre émission s'achemine vers la fin, monsieur l'ancien Premier ministre, pourriez-vous nous dire très brièvement votre mot de la fin? Dites-nous. Oui, le mot de la fin, c'est de vous remercier de m'avoir donné cette opportunité pour déjà présenter les objectifs de notre congrès qui se profile à l'horizon. Et ensuite, de donner des éclaircissements sur un certain nombre de questions qui fâchent, comme vous l'avez dit. J'espère que nos concitoyens nous ont bien écoutés et puis, comment on appelle, accompli un peu les choses. Donc, je ne peux que vous remercier et vous dire que, bon, mais, tout a été de plaisir. Tout le plaisir a été pour nous d'avoir participé. Et je m'excuse également de la qualité des réseaux avec des interruptions intempestives. J'espère que tous les auditeurs ont pu quand même avoir des éléments de réponse à leurs préoccupations. Et pour finir, la première fois, je serais heureux de revenir encore sur vos entraînes pour pouvoir débattre d'autres questions. Ce qui est sûr et certain, monsieur l'ancien Premier ministre, vous reviendrez autant que faire se peut. Peut-être qu'après le congrès du parti
Béafrika Tiekwe, nous allons vous tendre encore le micro de KRMBC, de la KRMBCitude, pour évoquer d'autres questions. Merci beaucoup pour votre verbe torrentiel. Merci pour votre promptitude. Merci pour votre disponibilité. Merci pour votre exactitude. Vous avez répondu à toutes nos questions sans langue de bois. Vous n'avez pas hésité un seul instant. Merci en tout cas pour votre disponibilité. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers Kerembessois, Kerembessoises, auditeurs, auditrices de KRMBC, de KRMBCitude, vous venez de suivre une émission inédite, un entretien exclusif à bâton rompu entre l'ancien Premier ministre Mamad Kamoun et nous. Il a parlé sans langue de bois, il a répondu à toutes nos questions. Nous lui avons posé beaucoup de questions, y compris des questions même qui fâchent. Il s'est montré à la hauteur de toutes nos questions, de tous nos questionnements. Nous ne pouvions que lui dire merci, merci à vous tous qui étaient présents, à vous tous qui nous avez suivis tout au long de cette émission. Nous allons certainement le recevoir prochainement dans les jours à venir. Quant à nous, nous vous disons merci. Excellente soirée. Restez toujours connectés sur KRMBC, sur KRMBCitude. Une chose est sûre, le mardi prochain, nous allons faire un grand décryptage en sango dans notre langue nationale sur tout ce que nous nous sommes dit aujourd'hui, car c'est important. Au revoir et excellente soirée. C'était Rodrigue Joseph Prudence Maïté dans son émission de tous les vendredis soirs, une émission inédite à qui il donne la parole à toutes les personnalités qui font l'actualité en République centrafricaine. Au revoir, bonne soirée.